sinon je te le dirai en sortant. D'accord. Merci beaucoup d'être là, ça nous fait hyper plaisir de vous retrouver toutes les deux. Vous êtes venus un peu sur chaque film ou presque. Enfin, c'est vrai. Vous êtes un peu les deux plus fidèles du Méliès quand même. Mais rien que ça peut s'applaudir quand même, non? Et comme je tiens Céline pour celle qui parle mieux de ses films, du coup je me suis dit que j'allais inventer une règle bizarre. C'est que je vais lui proposer des mots-clés, puis je vais quand même un peu expliquer les mots-clés. Et après tu vas réagir soit aux mots, soit à ce qu'il... Voilà. On commence. Super joueuse, je suis chaude. Ouais. Et puis on va quand même alterner, et je poserai quelques questions plus traditionnelles à Adèle. Parce elle est hyper forte en mots-clés aussi. T'es forte en mots-clés? Mais oui, bien sûr, regarde, bambou. Kung Fu Panda, direct. Ah, mais je suis impressionné. Bon, je commence. Je vais juste en citer 2-3 comme ça, sur lesquels on va revenir. Je veux bien qu'on parle, on commence par un gros mot, hein. Interchangeabilité. Ok. Direct. Hein. Okay. On va parler peut-être de la question du voile. Je veux bien qu'on parle de la question des temporalités. Et je veux bien qu'on parle de la question de la littéralité. T'es prête? C'est vas-y, elle m'a dit qu'il ne faut pas faire un débat comme ailleurs, donc voilà. Alors, je vais commencer par le dernier, par la littéralité. Je vais essayer d'expliquer pourquoi j'utilise ce mot-là. En fait, parmi les questions qu'on pose généralement quand on anime un débat, on commence par dire, voilà, pourquoi vous faites un film en costume alors que vos autres films sont très contemporains, notamment le dernier, Bande de filles, tout ça. Et en fait, j'ai une hypothèse, j'en ai plusieurs, mais qui est que, d'une certaine façon, il s'agit de revenir non seulement à un temps de bascule. Moi, mon ressenti après la première vision, c'est entre autres un temps de bascule entre l'âge classique et le romantisme. Je peux développer sur la question littéraire, tout ça, mais c'est pas le moment. Et il y a surtout l'idée de revenir à une espèce les premières fois. Une espèce de revenir à un regard neuf, vierge, à des gestes qui sont faits pour les premières fois. Voilà, on va dans l'eau mais on ne sait pas si on sait nager. On n'a pas encore vraiment aimé. Ce qui fait que la toile blanche, en fait, du début, est pour moi une espèce de métaphore aussi d'un projet où on recommence tout à zéro. Quoi. Et d'ailleurs, pour moi, cette toile blanche du début, c'est le portrait de la jeune fille. Déjà, en fait, sans qu'il y ait rien dessus. Parce qu'Adèle est quand même beaucoup définie, me semble-t-il, par le fait que c'est une surface vierge dans tous les sens du terme et qu'on va progressivement la dessiner, commencer par dessiner ses contours. Et du coup, ce qui me paraît... Ouais. On est un peu admiratif là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et alors, je reprends sur la littéralité. En fait, dans ces premières fois-là, il y a un truc que moi, qui m'émeut dans le film, à la troisième vision, ça peut vous revenir, hein. C'est la façon dont le film prend très au sérieux la question du langage, très au sérieux, sans être du tout en hauteur et condescendant avec le spectateur, simplement il exige de nous l'écoute. Et il le prend très au sérieux, y compris en étant très littéral dans le sens des mots. Par exemple, l'amour se dit, il se déploie, il travaille beaucoup sur le double sens, et donc on doit pouvoir avoir accès aux deux registres, et je pense que tout le monde a accès en même temps, vu les rires que j'ai entendus tout à l'heure. Et par exemple, les métaphores se prennent très au pied de la lettre, dès le titre. C'est-à-dire que le feu, c'est à la fois le feu réel, et puis c'est évidemment le feu amoureux. Et ça aussi, on va l'illustrer de façon très littérale, par exemple, avec un cœur qui flambe sur le premier portrait. Voilà, et donc, moi j'aime beaucoup ça dans le film, le fait de prendre les choses très au pied de la lettre, dans la littéralité. J'allais dire qu'il y a un autre exemple, on en reparlera sans doute, c'est que le film est fondé sur l'idée de travailler l'échange des regards, et d'une certaine façon, à un moment du film, tu fais ça, c'est-à-dire que tu fais un échange littéral des regards, puisque, si je ne me trompe pas, Adèle a tout à coup les yeux de Noémie. En tout cas, elle a les yeux tellement marron et noirs, qu'on peut penser que tout à coup, elle a les yeux de l'autre. Non, t'avais pas compris ça? Non, mais non, c'est pas grave. Ben, ça m'intéresse de savoir ce qu'elle t'a dit pour te convaincre qu'il aurait des yeux d'une autre couleur que la tienne. Ben, c'est parce... Non, vas-y, toi. Non, mais je sais pas, la réponse est un peu basique. Enfin, sur les pupilles dilatées, c'est juste comment dire, à la drogue, quoi. Oui, c'est l'effet premier, mais n'empêche que ça... Oui, je veux dire la métaphore, mais du coup... Pour expliquer aussi pourquoi on est littéral là dans notre réponse, c'est qu'il y avait de la réciprocité. C'est-à-dire qu'il y avait une scène qui suivait, qui est coupée, qui est une des rares scènes coupées du film.
il y en a qu'une, c'est celle-là, où Noémie elle-même avait les pupilles dilatées et avait une hallucination. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'Adèle, elle est coupée de la métaphore, c'est que cette métaphore, elle est née d'un choix d'écriture qui s'appelle le montage. Pas mal, pas mal. Non, mais ça m'enlève rien par ailleurs. Ça a à voir avec la question. Anecdote hallucinée trop cool, j'ai jamais dit ça à personne. Ah ouais. Secret. Que tous les journalistes dans la salle prennent leur calepin. Non mais par ailleurs, juste derrière, on parle des sorcières, de l'ensorcellement, on voit bien que cette espèce de modification du regard, c'est aussi, elle lui dit qu'elle est en partie possédée, enfin... Oui, non, le fait qu'elle ait la pupille dilatée d'un coup, le regard qui change, comme disent vos yeux, dans un film qui ne parle que de ça, effectivement, je ne peux pas vous dire, vous avez tort. Alors, merci. Est-ce que toi, dans le rapport à cette, par exemple, cette littéralité de la description du sentiment amoureux, ça faisait partie de tes règles du jeu? En tout cas, il y avait l'envie, effectivement, d'écrire et d'agir en primitive. C'est-à-dire, pas dans une réflexion sur le cinéma, c'est comme on l'entend souvent. Alors que le film ne parle que de ça par ailleurs. Bien sûr, il y a totalement une réflexion sur le cinéma, mais il n'y a pas une réflexion sur la cinéphilie. On confond, souvent. Il n'y a pas une réflexion sur l'historicité du film de genre, de quel film en costume. On ne cherche pas, il n'y a pas d'envie d'être à cet endroit-là. Je m'en fiche complètement de faire partie de cette histoire-là. Au contraire, il y a la volonté d'être quasiment... d'être candide, et on ne l'est pas. On ne l'est pas. On est extrêmement... On n'est pas des candides, on est plutôt des lucides, je pense. Mais d'être candide dans la fabrication des images et des personnages, c'est-à-dire de sortir de conventions et de se mettre dans quelque chose qui est effectivement plus droit, plus littéral, et ça joue à plein d'endroits en fait. C'est-à-dire que ça joue ça joue dans le dispositif même, dans le simple fait que ce soit une histoire d'amour lesbienne, par exemple. Déjà on est primitif parce que c'est tellement peu raconté, ou alors raconté par des gens pas concernés, qui ont tout à fait droit, par ailleurs. Qui ont tout à fait pas droit, mais je veux dire, c'est différent. Il y a d'emblée l'idée de quelque chose qui est à la fois à réparer comme combler, réparer comme consoler. Et donc ça, en fait, plutôt que de commencer à parcheminer, à faire des palimpsestes, à écrire sur d'autres écritures, on décide d'avoir quasiment la candeur d'inventer. Voilà. Et ça, c'est au niveau de l'écriture, au niveau déjà de cette histoire d'amour, de ces deux personnages, au niveau de leur dialogue, qui n'est jamais centré autour d'un conflit. Jamais. Il n'y a jamais de conflit. Elles sont toujours dans l'approfondissement de leur conversation. Et on n'est pas... Or, c'est le conflit qu'on nous apprend. On nous apprend à écrire des scènes de conflit. Les méthodes, en France, on ne nous apprend rien pour les éprouver. Mais aux États-Unis, dans les méthodes, dans l'écriture, ça ne s'apprend pas, c'est une divination, c'est une pratique. Dans les méthodes qu'on nous enseigne des scénarios, qu'on lit, c'est une bonne scène, c'est une scène où quelqu'un demande quelque chose à quelqu'un d'autre qui ne veut pas lui donner. Qui a la vague de lui donner. Donc ça, c'est la négociation. Et on vit ça sans cesse, en fait. Là, par exemple, on a décidé qu'il n'y aurait pas ce type de négociation. On ne l'a pas purement décidé parce qu'on voulait faire nos intéressantes. On l'a décidé parce qu'on considérait que ce serait intéressant. Que ça créerait des dynamiques, des tensions de rapport et de dramaturgie qui seraient nouvelles. Et donc, possiblement excitantes. Pour vous. Et pour nous. Enfin, oui, aussi. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est plus droit, qui est plus assumé, et qui est radical partout, en fait. J'ai dit radical, mais le micro c'est... Oui, il n'aime pas. Ouais, je sais. Et par ailleurs, je dois dire qu'il y a aussi quelque chose qui va plus droit, au-delà de comment on fabrique les images et le récit, plus droit vers l'émotion. Et que ça, je pense que c'est une volonté autonome de toutes ces volontés d'esthétique et de cinéma, qui est d'aller plus droit vers l'émotion. Moi, j'ai vraiment ressenti j'ai compris ça en écrivant Ma vie de Congette, en écrivant pour les enfants, en allant plus droit au but et en voyant ce que ça faisait, ce que ça produisait dans les salles et même ce que ça produisait chez moi, en regardant le film qui n'était pas le mien. Donc parfois on a plus de courage pour les autres, on a
parce qu'on a plus d'ambition pour eux, bizarrement, c'est des demandes de modestie, d'ego, je sais pas, on s'en fout. En tout cas, ce rapport beaucoup plus littéral à l'émotion, et d'aller la chercher dans des personnages qui s'expriment, plutôt que qui expriment des idées, et que ces idées sont évidentes, ça aussi, c'est sans doute une direction nouvelle et plus droite, plus littérale. Je sais pas si... On est en mode mot-clé. Oui, voilà. Non, c'est bien. On va le faire en mode pyramide. Voilà, c'est ça. Alors, je prends quand même le deuxième. Pourquoi interchangeable? Parce que j'ai l'impression que pour le coup, c'est un mot très structurant sur l'écriture du film. Et que ça raconte vraiment des choses de ce que tu as envie de raconter dans le film. D'abord, au début du film, on pose comme ça une espèce de jalon pour montrer que tous les personnages sont d'une certaine façon à la place d'un autre, déjà. Adèle est à la place de sa sœur. On lui dit, voilà, elle m'a donné son destin. Et évidemment, ce parallèle entre les deux crée aussi une tension qui est, mais est-ce qu'elle va elle aussi mourir? Est-ce que les choses vont se reproduire? Et la question du refus de la reproduction est au cœur du film, y compris dans la scène d'avortement, fin de la parenthèse. Il y a vraiment un truc sur la question de la reproduction et de la représentation qui me paraît vachement intéressant, mais là, il faudrait vraiment écrire. Et cette question-là du double, de la répétition, du jeu de miroir, elle vaut évidemment aussi pour le rapport à la mère, le point commun avec Milan, dont on découvre finalement qu'il lie les trois personnages, puisque la peintre elle-même a un rapport à cette ville-là et à cette langue-là. Et puis évidemment, le jeu de miroir principal, c'est dans le rapport entre le peintre et le modèle, puisque là, très clairement, tu construis une relation pour faire en sorte qu'il y ait un système d'équivalence totale, et que finalement, les créateurs soient des deux côtés. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer un tout petit peu comment tu as mis en place cette idée de « tu pourrais être à ma place », non, tu es à ma place, et du coup, ce que ça implique en termes à la fois, j'allais dire, esthétiques. Il y a plein de scènes où tout à coup, on va effectivement basculer à la place de l'autre, c'est la bonne qui vient poser pour la robe, on invite l'autre à venir dans son champ, puisque la base d'un rapport comme ça entre un peintre et un modèle, c'est quand même le champ contre champ, et en fait, tu vas faire tourner beaucoup, ce champ contre champ. Et ce que ça raconte, pour le coup, j'allais dire, en termes de revisitation du rapport entre le peintre et le modèle pour créer une espèce d'égalité utopique nouvelle. T'as pas vu ça, d'ailleurs? Votez Stéphane Goudel. Alors, il y a un trajet dans le film autour de ces questions place, effectivement. Et le postulat de départ, c'est de construire un film, et notamment une histoire d'amour et de création, qui soit centrée autour de la question de l'égalité. Donc il y a ce qui participe aussi de l'absence de conflit, par ailleurs. Parce que le conflit naît souvent d'une forme de domination. Les accords naissent de formes de domination, plus ou moins officielles. Et ça, c'est une façon aussi de respecter les destins de ces femmes. À cette époque aussi, et elles ont, je pense, une conscience d'être globalement des objets, et donc être à des places qu'elles n'ont pas choisies. Certaines sont plus chanceuses. Hein. Marianne, la peintre, elle est donc à cette place-là parce qu'elle est fille de peintre. Je veux dire, c'est pas des destins qui se choisissent. On est plus ou moins chanceuse. Et le personnage d'Adèle, Héloïse, elle est à la place de sa sœur. Par ailleurs, elle était déjà à une place qu'elle n'avait pas choisie, qui était le couvent. Elle s'était accommodée. Elle s'est remontée à sa place. Même la mère est à sa place. Elle est à la fois évidemment dans un projet de reproduction, mais en même temps on sent qu'elle est plutôt dans une horizontalité avec les autres personnages et qu'elle souffre elle-même de devoir reproduire ce truc, et d'ailleurs elle s'en justifie sans mauvaise foi en disant genre franchement elle sent moins là-bas, j'ai eu ces petites merdes ici, on va lui faire ces petites merdes là-bas, ça sera moins merdique. Voilà, ça c'est la base. C'est la base de la circulation entre elles. Et ensuite le film décide de faire de ça quelque chose de jubilatoire, c'est-à-dire que cette interchangeabilité qui est une donnée de base, qui est une donnée sociologique, même si c'est un anachronisme de parler de sociologie à ce moment-là, mais bon, voilà, c'est le système, tout simplement. Ensuite, ça devient ludique, ça devient quelque chose, il y a du consentement, et ça, globalement, c'est ce qui se passe dans le film, c'est comme sur la question du regard, au début, elle est regardée, elle a dérobé, et ces regards sont, du coup, ne sont pas échangés de façon claire. Et puis ensuite, il y a du consentement, et du coup, on peut changer de place. À partir du moment où il y a du consentement, à partir du moment où on décide de se laisser regarder, on a le droit de regarder aussi. Et il y a aussi, du coup, un jeu de chaises musicales sur les classes sociales dans le film, avec notamment
le personnage de la servante qui, alors même qu'en plus on l'a pas du tout vu dans l'emploi de servante, on l'a déjà vu porter des trucs sur des plateaux, elle n'est jamais un accessoire, elle n'est jamais non plus une fille qui coupe de porte, elle n'est même pas dans l'emploi de la servante. Elle allume le feu au tout début. Elle allume le feu, comme Johnny Hallyday. Voilà. Reste en paix ou pas. On aura quand même parlé de Johnny Hallyday Kung Fu Panda, je crois que c'est un débat assez riche. C'est des mots-clés qu'on n'avait pas prévus, c'est souvent les plus beaux. Donc ensuite, il y a une jubilation de ça. Il y a une jubilation de ça qui est une jubilation à la fois de rapport, une jubilation politique, une jubilation, j'espère aussi pour vous, et qui a lieu à la fois dans le dialogue amoureux, dans le dialogue amical et dans le dialogue de création. Tout ça, ça peut se résumer globalement par un concept qui s'appelle la sororité, qui est encore un de ces mauvais effets de bord du féminisme, qui est qu'on peut un tout petit peu jouer chaise musicale quand on est entre femmes et solidaires. Oui, entre femmes par ailleurs, parce que le film quand même a, dans ses règles du jeu, d'abord le fait que c'est un quatuor essentiellement, et que c'est un quatuor de femmes, que les hommes sont quasiment absents, il y en a qui l'emmènent en barque, ils rament, voilà, les hommes rament. Il y a le bébé au moment de l'avortement, qui a priori... It's a boy. It's a boy, voilà. Et puis il y a un truc qui me fait rire à la deuxième vision, c'est le mec qui vient dans la cuisine et qui tout à coup est totalement mal à sa place dans le jeu. C'est le même. C'est le mec qui rame. Et du coup, quand on revient pour annoncer, on dit ils sont là, en parlant potentiellement de la mère qui fait son retour, mais en fait c'est quand même le grand retour des hommes, on n'a pas envie qu'ils soient là. C'est le principe du film d'horreur que je vous propose. Et là, ça a marché. À économie de moyens de dingue. Quand je vois ce que déploient les autres, les hommes qui se transforment en mouches, les cadavres des viscères, moi vous avez vu genre un type avec une perruque. Bonjour. Alors qu'il y en a eu des bonjours déprimants dans le cinéma français. Toute scène commence par bonjour et finissent par au revoir. Et ben celui-là il fait son effet. Bah oui, mais c'est le principe des outils du cinéma, c'est-à-dire que c'est ce qu'on met dans le cadre. Et le cadre, ce qu'on exclut du cadre, c'est pas déjà un, c'est pas punitif, c'est proposer des expériences, et deux, ça définit le cadre. Donc pour moi, enlever les hommes du cadre, ça raconte qu'ils sont à la marge du cadre, donc ça le définit. Hein. On sait très bien ce qui n'est pas dans le cadre, vous savez très bien. À un moment vous l'oubliez, et puis du coup ça vous prend par surprise. Et d'un coup, oui, certes, c'est un type avec une mauvaise perruque, mais c'est le patriarcat qui revient dans la cuisine. Et il ne visite pas souvent la cuisine, le patriarcat. Il est devant la télé dans le salon. Et donc ça nous fait un choc, quoi. La télé, ça aurait été bizarre, quand même. Et le hors-champ aussi. Le contemporain et hors-champ, c'est pour que vous cessiez d'y penser, vous me laissez faire. Adèle, je veux bien que tu me racontes d'une certaine façon comment tu as été associée en amont au film, puisque Céline l'a écrit pour toi, sans savoir encore qui était... Ouais, quand même. Sans savoir encore avec qui tu allais jouer, alors que c'est quand même vraiment un film amoureuse, intense, et fondé vraiment sur un duo, j'allais dire, où les deux actrices sont aussi importantes l'une que l'autre. Toi, quelle est ta place dans le travail d'écriture? À quel moment tu découvres le film? Et du coup, comment tu appréhendes ce personnage-là? En fait, là, je ne me rappelle plus exactement à quel moment Céline m'a parlé pour la première fois de son projet, qui n'était pas encore, le scénario tel qu'il a été écrit avec elle, mais un projet plus vague. Donc je ne me souviens pas, j'ai l'impression que ça remonte à quelques années quand même. Et des allers-retours, est-ce qu'on va arriver au bout ou pas? Donc c'est-à-dire qu'on avait quand même, Céline a initié cette envie qu'on avait toutes les deux de retravailler ensemble après la naissance des pieuvres, donc depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà, moi, après là-dessus, je ne sais pas quel est le mot, je pense que, voilà, là Céline pourrait vous en parler par rapport à comment elle a fait, comment elle a écrit le personnage en pensant à moi, puisque moi j'étais pas là. Mais non, sinon après, je pense qu'on partage quand même, on partage une passion de la recherche dans le cinéma, aussi de la fiction. Je sais pas, on a comme un terreau commun, quoi. On se comprend quand même quand on parle. Voilà. Et après, je sais pas, je me suis un petit peu perdue dans ce que je voulais dire, mais je vais y arriver. Non,
non, et après, en fait, très simplement, juste, voilà, le scénario ayant été fini, Céline me l'a envoyé. J'ai mis 3 jours à le lire parce que j'étais stressée. J'ai lu le scénario, j'ai dit, bon, bah voilà, c'est formidable. Enfin, effectivement, j'estimais énormément le travail de Céline, et c'est un euphémisme, mais j'avais quand même pas mal d'appréhension, et je dois dire que le scénario m'a vraiment emporté. Je me suis dit, bon, bah voilà, on parle pas du passé, là, en fait, on est en train de continuer à écrire une histoire, et c'est ça qui est excitant. Hein. On n'est pas dans une démarche un peu funèbre, mais à l'inverse. Du coup, voilà, et donc après, sur la rencontre avec Noémie, comment dire, de la même manière, Noémie est arrivée, effectivement, elle a passé les castings d'abord une fois avec Céline, et puis ensuite, sur le deuxième tour de casting, moi j'étais là, j'ai donné la réplique à quelques personnes qui étaient effectivement des potentiels mariages. Et moi, je trouve, je tendance à penser qu'on rencontre mieux quelqu'un quand on joue avec lui que quand il se raconte lui-même, en fait. Enfin, en tout cas, c'est une façon qui me semble tout à fait pertinente pour rencontrer quelqu'un. Donc voilà, après, sur le choix de Noémie, Céline avait évidemment toute ma confiance. Et par ailleurs, Noémie avait toute ma passion aussi immédiatement. Enfin, c'est quelqu'un qui dégage je dirais un mystère, c'est un peu un mot un peu basique, mais comment dire, qui ne se laisse pas si facilement saisir. Et du coup, cette espèce de truc insondable et un peu dangereux qu'il y a derrière la surface chez elle était très excitant, voilà, comme, en tant que partenaire. Donc ça, c'est pour la rencontre avec Noémie, et après, du coup, je réponds à toutes les questions. Oui, vas-y. Et du coup, sur la constitution du personnage, bon, voilà, comme a dit Céline, de manière très claire, là, il y avait quand même une dimension dans le personnage pour moi qui était le passage de l'objet au sujet. Et en fait, je me suis un peu excitée parce que j'aime bien en fait élaborer des théories sur les films. Ce ne sont pas juste des personnages, c'est aussi des rapports à l'art, des rapports à la création. C'est pas comment dire, ils changent presque de nature d'un film à l'autre, si vous voulez. Et dans ce film-là, en fait, ce que j'avais envie de faire d'un point de vue artistique, c'était de créer une sensation de travelling, mais qui passerait par une évolution des modes de jeu. On trouve un mode de jeu qui serait au départ du film beaucoup plus. Moi, je trouvais que c'était assez hiératique en fait, avec un personnage qui est vraiment. Un visage qui est utilisé comme un masque et des mots très contenus. Et pour évoluer, en fait, pour créer, comment dire, comme le travelling qui permet de mettre. Qui est en fait le regard de Marianne sur Héloïse, et du coup de voir que ce regard se réchauffant, eh bien le personnage se transforme. Donc en fait, c'était ça, la base l'idée. C'était un peu de créer cette impression de travelling, donc en glissant vers un mode de jeu qui serait plus spontané, plus vivant, joyeux, si on veut, les émotions plus spontanées, voilà, plus furieux en fait. Et donc voilà, ça c'était l'idée de base. Et après, je dois dire que je trouve que ça marche aussi d'un point de vue politique, puisqu'il s'agit donc de parler de la transition de l'objet, qui est une sorte de destin, c'est-à-dire de vie préécrite, de destin. Voilà, on se dit, bon, bah, en fait, mon destin est de passer d'avoir préservé ma virginité au couvent et ensuite de garder ma valeur dans le cadre d'un mariage, donc d'être un objet de transaction. Voilà. Donc cette situation d'objet, de la passer en mode sujet, à partir du moment où il y a une interaction, en fait, et où il y a tout d'un coup l'exaltation de la rencontre amoureuse et puis l'exaltation de la création, de l'art, etc. Donc j'ai trouvé qu'au final, cette idée que j'avais eue, qui était un peu, on va dire, théorico-artistique au départ, en fait, elle marchait bien d'un point de vue politique également. Et elle marchait bien, en plus que moi, elle m'avait pas dit tout ça. Oui. Fallait fait venir, toi. Non, mais c'est vrai qu'on a quand même une forme d'indépendance dans les réflexions. Mais du coup, la première fois qu'elle a dû ouvrir la bouche, donc pas le premier jour de tournage, peut-être le troisième, parce qu'en plus, on a tourné des choses un peu plus silencieuses. Vous avez vu, c'est ce moment-là. Et la première fois qu'elle s'est mise à parler, je me suis dit, ok, elle a un plan. Elle a un plan. Elle a une idée. Et cette idée, c'est évidemment la bonne, parce qu'elle est tellement forte. Et elle aussi, mais ça, j'ai même pas besoin de dire, enfin, c'est ça. Mais que, en fait, j'ai compris ce qu'elle était en train de fabriquer et commence à dialoguer avec mes idées et ce qui était écrit, c'était genre vraiment joyeux. Et en fait, il a fallu faire confiance. Moi, j'ai fait confiance à ça tout de suite. Et oui, voilà. Non, et puis voilà, quand on travaille en collaboration, je veux dire, on n'est pas obligé de toujours tout échanger. Enfin, moi, je fais confiance à la mise en scène de Céline, qui marche d'un point de vue
très aussi rythmiques, avec des gestes repères signifiants qui sont, pour moi, qui sont la marque de fabrique de la mise en scène de Céline. Et au sein de ça, on a une autonomie, nous, en tant qu'acteurs, pour créer notre propre mise en scène dans notre jeu, quoi. Ce qui est étonnant quand on entend parler d'évolution du jeu et ce travelling-là, c'est que pour le coup, ça fait penser à un autre travelling qui va complètement dans le sens, mais qui est une décision de mise en scène, qui est celui de la découverte de personnage, puisqu'on est d'abord dans l'ombre, et donc c'est une figure de l'ombre qui est plutôt du côté des morts, et le film rejouera avec ça ensuite, notamment par le mythe d'Orphée, Eurydice, la balade sur la plage pour aller regagner le feu, etc. Et puis ensuite, on va sortir avec elle, et on ne verra que son dos, avec cette espèce de capeline. Je suis nul en vêtements féminins, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est ça ? Cap, ouais, cap. Sur lequel je crois avoir vu des espèces de symboles de flammes. De franc-maçonnerie. De franc-maçonnerie. Non, moi je vois des flammes bleues. Ouais, mais grave. Et ce que je trouve vachement beau, parce que du coup, la flamme bleue est à la fois le cœur de la flamme, le cœur du feu, et en même temps, elle est aussi du côté de l'eau. Et le film, quand même, dans cette dimension littérale, joue vachement avec les éléments primitifs, quoi. Dès le début, la mer, Et donc, quand on sort, tout à coup, il y a une espèce de... C'est une abstraction, ce personnage. On l'a attendu très très longtemps. Parenthèse, quand même, le scénario de base des films sur les stars, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on les attend, on les désire, on les met en scène dans le discours des autres, jusqu'au moment de la découverte, où là, elle est sans cesse reportée jusqu'à ce moment entre la vie et la mort, du mourir-courir, dans la confrontation avec la falaise, et du coup dans l'affirmation d'une différence avec le destin de sa sœur. Et donc tout se joue en fait dans ce travelling, qui est une espèce de correspondance du travelling que tu évoquais. Oui, absolument. D'accord. Non, mais c'est juste, je voulais juste rajouter qu'effectivement, ce délai, cette frustration que Céline peut créer au travers du scénario, dans l'apparition de d'autres personnages, etc., moi je l'ai prolongé en fait, juste un petit peu, dans le fait de dire, oui, en fait, c'est pas parce que tout d'un coup je me mets à parler que il y a vraiment, la personne est vraiment là. Enfin, bien sûr, c'est toujours avec ce truc de délai, parce que la frustration fait partie du plaisir. Alors, je pose la toute dernière qui apprend sa parole à ça quand même. Je prends un seul des mots-clés qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est la question de la temporalité, et je veux bien qu'on l'apprenne à deux niveaux. Les deux niveaux, c'est que, mais ça tu en parles très bien, je le sais, c'est que le film travaille sur deux temporalités. Une première temporalité qui est celle d'une espèce de présent absolu de la construction de l'amour, construction de la relation amoureuse, et une deuxième temporalité développée à la fin, qui est pour moi, voilà, le pari le plus fou du film et le plus réussi, qui est de mettre en scène la puissance de l'amour au présent dans le souvenir. C'est comme ça. Ouais, c'est bien dit. C'est bien dit, ça va. Bon, ça c'est un premier registre, mais j'ai l'impression que cette espèce de double traitement de la temporalité, il parle aussi à un autre registre, qui est la façon de travailler sur le film en costume, le film d'époque, puisque le film, dans un premier temps, paraît respecter les codes du film d'époque, en soignant particulièrement les costumes, le travail sur les décors, le travail sur la couleur, etc., le rapport à la nature, etc. Et puis tout à coup, on se rend compte qu'on est en même temps dans une autre temporalité, qui est la temporalité archi-présente, non seulement, comme j'ai lu dans certaines critiques, dans les thèmes abordés, la question de la liberté sexuelle, du fait d'assumer le désir et le plaisir féminin, le fait de revendiquer le droit à l'avortement, le fait de refuser un mariage choisi par d'autres, etc., qu'on pourrait décliner comme ça, le fait d'oser fumer, enfin, avec une espèce de jeu sur la correspondance. Moi, ça me fait penser à Podane, à chaque fois qu'on autorise quelqu'un à fumer, tout ça. Bref. Donc il y a ce respect-là de l'esprit du XVIIIe, y compris sur la question du rapport au classicisme que j'évoquais tout à l'heure. C'est peut-être pas pour rien qu'il s'appelle Héloïse comme chez Rousseau, qu'il s'appelle Marianne comme chez Rousseau. On déteste Rousseau. Rousseau is a misogyniste. Non, on déteste Rousseau. Si je pouvais changer, je changerais. Ah, c'est vrai. Rousseau nous a niqué. Voltaire, type Voltaire. Rousseau a dit que la femme était... Rousseau est essentialiste. Rousseau est un gros problème sexuel. Énorme. C'est une nouvelle. Il le dit d'ailleurs, Norbert sa servante, les rubans et tout ça, les ciseaux, les fétichistes qui nous a emmerdé la vie depuis. Incroyable. Quand on dit les lumières, il faut faire le tri, les amis. Tout de suite. Moi, je suis assez Diderot. Diderot génial, Diderot féministe. Eh oui. Donc, de toute façon, on peut pas être philosophe si on n'est pas féministe. Encore moins aujourd'hui. Deuxième temporalité, la façon dont le film parle au présent, y compris dans ses formes, parce que quand même, quand elle retouche le portrait tout à coup d'Éric Bacon, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là.
mais aussi, évidemment, dans la façon de dépouiller les corps pour aller vers une intimité plus grande, où tout à coup, quand on les filme, c'est du XXe siècle. Enfin, là, la question du décor devient absolument ouverte. Donc je veux bien que tu traites la question sur les deux rapports à la temporalité, à la fois celle du récit, dans cette dimension de prise en compte du souvenir, de ce qui restera, du regard du poète contre l'amoureux, pour reprendre la fable d'Orphée et Eurydice, et puis, par ailleurs, cette question de comment faire abstraction des obligations du film en costume. Je vais commencer par la deuxième, parce que finalement, je ne sais pas s'il y a grand-chose de plus à dire sur la première. C'est effectivement, il y a deux temporalités qui se contaminent, puisque globalement, elle commence à avoir des visions de ce fantôme, de cette femme en robe de mariée, qui en réalité un pyjama, mais c'est pas très grave. C'est beaucoup plus charismatique que la robe de mariée. Et avec cette idée que l'histoire d'amour, qu'elle est déjà hantée par la dernière image qu'elle aura d'elle, et c'est pas purement un effet du film, c'est aussi un effet d'anticipation de toute histoire d'amour, qui est globalement hantée par son début et sa fin. Et que là-dedans, dans la façon dont on fait jouer ces deux temporalités, on n'est pas seulement en train de créer des effets de vertige, même si on les souhaite, on est aussi en train de créer un nouvel imaginaire sentimental qui nous sortirait de la satisfaction du happy end, qui serait une possession éternelle décidée par le cinéma, invérifiable, ou un destin tragique, et de plutôt proposer une autre politique de l'amour qui est dynamique, et qui est vectrice de futures émotions, que ces émotions concernent quelqu'un qu'on aime toujours, ou quelqu'un de nouveau, ou des nouvelles passions, les arts, la musique, comment le cœur s'agrandit d'avoir aimé, et qu'est-ce qu'il fait de cet espace, de quoi il le remplit. Donc ça, c'est d'autres dynamiques, c'est d'autres politiques, d'autres philosophies de l'amour qu'on tente de proposer, et ça passe par d'autres représentations, comme on l'a dit depuis le début, mais et aussi par la question du rapport à la convention. Effectivement, alors moi, j'ai eu vraiment à cœur de n'avoir aucun anachronisme. Et évidemment, le film sera toujours quelque chose qui s'est dit en 2019. Ça, c'est certain. Mais pour autant, j'ai plutôt, moi, pas cherché à les ramener dans le présent. J'ai plutôt cherché à ramener leur présent dans le passé. Et ça passe... on peut avoir des sensations d'anachronisme, qui sont en fait des sensations de proximité, au fond. Qui peut dire c'est mon époque, c'est plutôt que je me sens proche. Et ce sentiment de proximité, pour moi, il est pas un effet de... Il est sincère. C'est pas du tout un effet de rapprochement que j'essaie de faire parce que j'en ai le pouvoir. C'est que je crois profondément qu'on rend à ces femmes leur vérité, leur présent, leur cœur, et qu'effectivement, ça se passe dans un espace qu'on est obligé d'inventer, qui est la solitude de quelqu'un, voilà, qui est extrêmement peu documenté, surtout en ce qui concerne la solitude des femmes, qui est sans doute la plus grande des solitudes du monde, et donc pas du tout racontée. Et que le cinéma, il nous permet d'être intime, c'est un outil d'intimité avant tout. Et que pour moi, il n'y a vraiment pas du tout de volonté de tordre quoi que ce soit, mais plutôt au contraire d'aborder ça avec une grande simplicité, quoi, en considérant qu'il y a une permanence des désirs et des sentiments, et que si on ne m'a pas transmis ces émotions qui m'ont dû passer, peut-être que je peux prendre moi mes émotions et les transmettre au passé, que ce sera aussi juste que si c'était l'inverse qui s'était passé. Parce que moi, je me sens proche de Madame de la Fayette. Je me sens proche de la princesse de Clèves. Il y a peu d'héroïnes dont je me sens proche, parce qu'il y a peu d'héroïnes, mais toutes les héroïnes qui existent, alors beaucoup des héroïnes qui existent, qui ont réussi à traverser le temps, je m'en sens proche, peut-être parce que je les ai lues, et du coup je me suis rapproché d'elles, je sais pas, et peut-être que c'est ça que je cherche à faire ici. Mais en tout cas, il y a vraiment la volonté de ramener du présent, plutôt que de les ramener dans le présent. Ça, c'est vraiment très important, et on a travaillé très précisément. Et quand je lis des critiques qui disent que le film joue avec l'anachronisme comme une paire de converse dans le récit de Marie-Antoinette, qui est un film que j'adore par ailleurs, donc je ne suis pas du tout en train de jouer la rivalité avec Sofia Coppola. Ouais. Et ben c'est parce qu'on peut qu'on le fait bien, parce que c'est trop bien d'être ensemble sur cette scène. Bonsoir Sofia. Et ben non, mais il y a ces volontés-là qui sont les mêmes et qui sont vouloir ramener du présent. Mais nous, on est passé par autre chose, on est passé par l'intime. Et cet intime, moi, j'y crois à mort. Je ne sais pas si j'ai raison,
Mais je crois complètement à la reconstitution de ces chœurs qu'on a fait. Complètement. J'ai posé la dernière question à Adèle, puis après on passe la parole à la salle. C'est une question qui normalement devrait être posée à Céline, mais comme je sais que le chant et le contre-chant sont absolument équivalents, du coup il faut la tenter, quoi. Donc c'est que le film parle aussi vraiment du rapport aux arts, en mettant en scène 3 arts principaux, mais qui sont vraiment présents. Le livre, une des premières questions qui crée du lien, c'est est-ce que vous avez amené un livre, et le don de ce livre provoque la lecture d'Orphée et Eurydice. Et du coup une métaphore sur l'ensemble du film. La musique, puisqu'on a une esquisse de jeu au piano avec d'ailleurs un voile sur le piano qui renvoie avec d'autres voiles, mais on n'en parle pas maintenant. Et puis évidemment, et cette musique qui tout à coup résonne très très fortement à la fin du film, et puis la peinture évidemment. Avec une idée quand même, c'est que d'une certaine façon, l'art est le point d'orgue du sentiment. C'est-à-dire que c'est lui qui va retenir vraiment le cœur de la relation, et que du coup tout rapport nouveau à l'art, et c'est aussi pour ça qu'on est au XVIIIe et pas de nos jours, permet de garder intacte la note de l'émotion, du rapport à l'autre. Toi, dans quelle mesure vous vous êtes parlé de ça avec Céline, de cette espèce de capacité qu'a l'art de prolonger le sentiment de la vie, puisque c'est quand même vraiment au cœur du film. On ne s'est pas parlé vraiment de ça, mais c'est très intéressant. Mais est-ce qu'on parle d'autre chose? Et en fait, c'est vrai que c'est un peu notre conversation permanente, mais on n'a pas parlé de manière théorique. Bah, là, je parle d'un truc qui est mon sentiment à moi, mais je ne sais pas si je vais réussir vraiment à le formuler. Mais c'est que... comment dire? Le beau, c'est... Je sais pas comment formuler ça, mais j'ai l'impression que c'est une question de flou. Alors, Céline a parlé de conflit tout à l'heure. Et pour moi, le fait de s'arrêter au conflit, c'est accepter, le flou. Je ne sais pas si vous avez déjà... Bon, moi, je ne vais pas vous parler de ça, va, mais... Non, mais si vous avez entendu parler des 3 genres de connaissances par Spinoza, par exemple, juste, en fait, le conflit, c'est vraiment la zone où, en fait, on est en choc complet, et en fait, ça nous empêche de comprendre les rapports sur lesquels évolue l'autre essence, d'ailleurs, parce que c'est pas mais et je veux dire, c'est qu'en fait, c'est une façon de ne pas vraiment regarder le vrai problème. Vous voyez, c'est un problème de... J'arrive pas vraiment à dire, mais disons que c'est une première zone de flou. Et après, la deuxième zone, en fait, qu'on arrive très rarement à percer, c'est celle où on arrive à prévoir les rapports de l'autre et à s'agencer avec ceci, n'est-ce pas? Et cette zone-là, déjà, c'est assez miraculeux quand on y arrive. Mais en fait, la question est, ces rapports témoignent d'essence. Et le troisième genre de connaissance, c'est effectivement la compréhension intuitive des essences. Je ne sais pas si il y a des spécialistes dans la salle qui est peut-être un peu choqués, mais je veux dire, c'est ça que je viens de partir en vers la impossible de parler de Spinoza. Non, mais je veux dire, c'est que ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est toujours une sorte de point de fuite. La beauté est là, et qu'il y a un endroit où on s'arrête et on n'arrive pas à percevoir de manière, plus perçante, en fait. Et parfois on appelle ça, en chemin, on appelle ça une histoire d'amour. Alors on va l'incarner dans une personne et se dire, et si on se trompe, on va essayer de posséder cette personne, parce qu'on se dit c'est cette personne, la beauté ou ce qu'on veut. Et en fait c'est au travers de cette personne, en fait, c'est toujours au travers d'eux. Et en ça, l'art est effectivement un point de fuite et un point d'orgue, parce que en fait c'est ça, c'est toujours au travers de l'art, au travers de l'amour. Et donc c'est ça que je voulais dire. Enfin, c'est-à-dire, pardon, c'est pas clair. Tu peux recommencer sur Spinoza? Non, mais c'est ça que je veux dire. Enfin, voilà, après, on n'a jamais posé cette question. Donc, bah oui, bah. C'est le brouillon, hein, après. C'est le jeu. Disons la petite finale. Voilà. Donc, cela dit, l'art et l'amour sont. Ouais, ça s'applaudit quand même. Cela dit, pour finir sur mon tour, l'art et l'amour sont quand même vraiment renvoyés dos à dos dans le film, parce qu'il y a quand même ce propos sur. Voilà. Est-ce que quand on est amant, on est toujours créateur? Et on voit bien que les amoureux sont filmés comme des créateurs et des artistes. Oui, mais c'est sans doute créer quelque chose. Vas-y. Oui. Bonsoir, merci pour votre film. J'ai passé le film à me demander où j'avais déjà vu toutes ces séries de portraits que vous faites, pas seulement des personnes qu'on voit dans le film. Il y a j'ai le sentiment tout le temps de revoir des tableaux que j'ai pu voir dans différentes villes, etc. Je crois que ça vous a beaucoup habité, y compris la grande femme en blanc, etc. Mais ma question, c'est pas ça, c'est une petite question, c'est pourquoi 28 ?
Alors c'est tout le nom de mon enfant. Pourquoi 28? 28 Yama. C'est quoi alors? Votre enfant. Oui, c'est vrai. Merci, madame. Alors, non. Donc, en fait, oui, il y avait une maison que j'ai coupée, que j'ai pas tournée. Donc, c'est pas j'ai coupée, c'est que j'ai décidé de pas la tourner. C'est que c'était leur âge, en fait. Elle disait 28. Pourquoi 28? Elle disait c'est mon âge. Et l'autre répondait moi aussi. Voilà. Je trouvais que c'était déjà beaucoup. Je voulais pas... Je savais que j'avais encore des choses à dire sur ce 28. J'ai mis un peu d'air, je vous ai laissé respirer. Non, non, et après, moi, je rajouterais juste que, en fait, j'ai vraiment pris ça au moment du tournage comme vraiment créer une boîte au trésor, si vous voulez. Ouais. En fait, du coup, j'allais vraiment rajouter des caisses en disant genre mystère sur qu'est-ce qui se passe. Et je veux dire, non, mais c'était une façon de gonfler le texte, justement. Oui, et ça, au-delà du sens d'un truc insaisissable, c'est juste, on essaye d'insuffler du volume, voilà. Et ça me montre ce que c'est la collaboration. Quand on dit, mais c'est quoi collaborer? Ah oui, mais est-ce qu'il y a de l'improvisation? Comme si l'improvisation, c'était d'un coup l'acteur qui prenait le pouvoir en faisant n'importe quoi, en marchant sur les mains. Enfin, là, en fait, on a pris ensemble la décision, c'était imprimé. J'ai dit, genre, on va rayer 28, je pense qu'il faut... Enfin, on va rayer l'explication, etc. Et d'un coup, ensuite, on tourne, la caméra sur Adèle, et elle fait ce 28 qui semble être révéler une idée, un secret, un truc qui l'amuse. Et c'est parce qu'on a coupé ces lignes. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est... On se couvre pas, on se dit pas ouais, on verra plus tard au montage. C'est que comme on l'a coupé, elle y a mis l'intention, elle y a mis son secret. Et c'est ce qui donne ce rayonnement incroyable à ce plan. Et d'ailleurs, c'est la première prise qui est montée dans le film. Elle a récupéré l'idée, elle l'a incarnée, et c'est parce qu'on a supprimé l'idée avant. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film aussi. C'était un moment magnifique. Je trouve ça très beau que vous ne choisissiez pas de situer. C'est un film d'époque, effectivement, mais il n'y a pas de dates qui sont mentionnées, il n'y a rien qui renvoie à quelque chose de précis. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ça nous fait vraiment rentrer effectivement dans une intimité et dans une histoire personnelle de personnages, et quelle que soit l'époque, effectivement, ils deviennent par là proches de nous. Ma question est plutôt curieuse sur le travail de préparation. De savoir, j'ai vu qu'il y avait une mention d'Elisabeth Vigée-Lebrun dans le générique de fin, et moi j'ai pensé aussi beaucoup à Artemisia Gentileschi. Je voulais savoir si c'était des vies qui vous avaient traversé aussi, ou qui avaient participé à la création de ce scénario. Et que ce soit aussi très beau que ce soit totalement coupé par la suite. Oui, Elisabeth Vigée-Lebrun, c'est la star des peintres femmes de cette époque. Elle était la peintre de Marie-Antoinette. Elle est surtout la seule femme qui a écrit ses propres mémoires, donc et géré ses archives, donc passé à la postérité. Si la postérité, ça s'appelle sa première grande rétrospective en l'an 2000. Voilà. C'est comme si j'avais un Oscar en 2122. Belle jambe. De quoi? Et Artemisia Gentileschi, c'est un peu avant, mais oui, c'est l'équivalent, c'est la star italienne. Et ce sont les noms qui sont arrivés jusqu'à nous. Donc c'est des œuvres très importantes. C'est les femmes qui sont exposées, qui sont au Louvre, voilà. Pour autant, il y a effectivement plusieurs citations d'Elisabeth Vigée-Lebrun, parce qu'elle a eu la générosité d'écrire ses mémoires. Et donc, il y a, quand elle raconte l'anecdote qu'elle écrit dans La marche de ses cahiers au couvent, c'est une anecdote qui est piquée à Elisabeth. Quand elle écrit comment il faut peindre l'oreille dans l'escalier, ça c'est un texte d'Elisabeth. Quand elle est globalement même sur le protocole, sur combien de temps elle prend à faire un visage, quelle est l'estrade, où elle a tout écrit, tout raconté, donc c'était des points d'appui très forts. Mais je ne voulais pas du tout m'inspirer d'elle, parce qu'elle, c'est la star. Et que moi je voulais parler je voulais sortir de la question du biopic, justement du destin exceptionnel, pour regarder une de ces femmes, des peintres femmes au travail, parce qu'elles étaient très très nombreuses en réalité. Et du coup, c'est un travail plutôt d'en inventer une pour penser à toutes. Bonsoir. Déjà, j'admire votre travail à toutes les deux. Du coup, je voulais savoir, vous avez un peu répondu à ma question, mais si vous aviez une affinité particulière avec la peinture. Et deuxième question, c'est vous avez toujours un contexte différent dans chacun de vos films. Et je voulais savoir comment ça vous vient, ces différents contextes, comme le sport, la danse.
la peinture. Moi, j'ai l'impression d'avoir un peu toujours les mêmes contextes et de les mettre dans un autre film plutôt. C'est-à-dire il y a toujours un peu de sport, il y a toujours un peu de... Il y a toujours un moment chorégraphique, il y a toujours une chanson qu'on a écrite pour le film, enfin... Mais c'est, effectivement, on peut inverser l'idée. Moi, mon rapport à la peinture, il a totalement changé avec le film en réalité. C'est-à-dire que je regarde plus du tout les tableaux de la même manière et je me fais pas mal virer des musées. On reste pas dans la zone de sécurité. Parce que j'ai vu les couches, en fait. C'est aussi ça que je voulais vous montrer. Plutôt que la question du grand œuvre, on ne sait même pas si c'est une bonne peintre ou une mauvaise peintre, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est quoi le travail, c'est quoi les couches du travail, et c'est quoi la modernité. Là, moi, ce qui m'a fasciné quand j'ai vu, pour la première fois de ma vie, quelqu'un peindre un tableau devant moi, dans sa totalité, et ben, ce qui m'est arrivé pour ce film, avec Hélène Delmer, la peintre qui a fait les gravures, c'était que ça prenait vie de façon... C'était totalement inattendu ce qui se passait. Totalement inattendu, la sous-couche, le machin, le truc, tout était fou. Et par un moment, je me disais, si elle s'arrête là, elle est artiste, bon, peut-être pas contemporaine, mais elle fait de l'art moderne, vous voyez. Dans ces questions des couches, ces questions de qu'est-ce que c'est que... Quand est-ce qu'on s'arrête? Qu'est-ce qui fait modernité? Qu'est-ce qui fait représentation? C'était surtout ça qui me fascinait. Et depuis, si j'ai assez de temps libre, je vais dans un musée, et ben je regarde la chose complètement différemment. C'est un nouveau rapport. Comme objet de pensée, plus que même si on regarde souvent les œuvres comme des objets de pensée, mais c'est-à-dire comme des objets finis qu'il faudrait analyser. Mais la pensée de la profondeur de la couche, de l'épaisseur, ça c'est autre chose en fait. C'est penser au geste aussi, où on commence, où on s'arrête. C'est une forme de réponse, je pense. Moi je voulais poser la question pour c'est sur le voile. De femmes, si c'était s'il y a des femmes qui portent le voile comme ça, cette époque, ça n'a pas l'air de couvrir vraiment de les protéger du vent. Assez foireux ce truc, ouais. Donc, quelle distance Alors, ça, c'est typiquement une question qui explique aussi comment on travaille. Ce voile est né de deux choses. La première chose, c'est que je cherchais à faire une scène de premier baiser qui serait marquante, donc qui nouvelle. Et pas juste un petit peu de moutarde là, moi aussi, ça va. On l'a vu pas mal celle-là. On l'aime bien. Et du coup, je me suis beaucoup pris la tête et j'ai fait des listes de scènes de baiser. Et il y avait l'idée, d'un coup, il y a eu l'idée de dévoiler sa bouche comme on dévoile son regard. Voilà, et comme on se déshabille. Et là, je me disais, il y a une chorégraphie qui va être haletante, il y aura le tissu, on verra les lèvres, on sentira le souffle, ça sera très cinégénique, et puis il y aura cette décision de baisser et l'autre qui baisse, et il y en aura de coup, on aura sans un mot, un baiser dans un consentement total, et on sera dans comment on crée ça, comment on crée, à quel point c'est sexy la réciprocité. Et que cette chorégraphie-là, elle allait être super émouvante. Donc je me suis dit, je vais voiler leur bouche. J'avais un autre problème. Mon autre problème, c'est que je voulais pas qu'elles aient de chapeau. Obviously, qui a un chapeau dans cette salle? Personne, j'espère. Laissez-les à vos pieds. Peut-être discrètement avec. Et donc, je voulais pas qu'elles aient de chapeau. Et alors, évidemment, il y a plein d'historiens de droite, qui sont ceux qui sont les experts, qui valident un petit peu les trucs, qui vous disent est-ce que ça va, est-ce que vous savez pas, qui ont commencé à me dire non, mais on sort pas tête nue. Et moi, ça me faisait vraiment chier, cette idée de chapeau. Je trouvais ça pas du tout charismatique. Je regardais les modèles de chapeau de l'époque, j'aimais pas. Et du coup, je me suis dit, je vais faire 2 en 1 pour justifier ce voile, parce que je vais pas leur mettre ce voile uniquement quand elles vont s'embrasser, ça va être payé, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut que je le mette avant, donc je vais le mettre 3 fois, parce que c'est la règle de 3. Et donc, et ça va me résoudre mon problème du chapeau. Parce qu'on va faire un truc dans les cheveux cool, comme dans les tableaux. Elisabeth Vigée-Lebrun, qui avait inventé un truc pour m'aider dans le futur. Et du coup, j'ai cumulé les délires, j'ai intersectionnalité des enjeux, et
Mais j'ai quand même dû un peu lutter auprès de la costumière, parce qu'au final, on n'a pas envie de faire un anachronisme, et là, il y a un peu ce truc. Ces voiles ont été un peu difficiles à obtenir. On les trouve chez Pinky. Sélection printemps-été. Je me posais la question du choix par rapport aux sorcières et à l'avortement, si ça va au-delà du politique. C'est quoi au-delà du politique? Les sorcières, c'est un thème qui est actuel, donc je le comprends. L'avortement, c'est aussi actuel parce que il y a des régressions sur la planète. Du coup, je le comprends très bien politiquement. Est-ce qu'il y a c'était très beau artistiquement, le feu. Il y a ce rapport qu'on a déjà dit entre le passage du sujet et puis la représentation. Mais est-ce qu'il y a autre chose que j'ai pas forcément compris? Moi, je pense que vous avez tout compris. De toute façon, en plus, moi vraiment, je n'essaierai pas de fabriquer des images dont je penserais qu'elles seraient intimidantes. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je crois que ça existe beaucoup, par ailleurs. Mais c'est pas du tout du tout l'objet. Rappelons-nous du premier mot-clé de Stéphane. Littéralité. Il y a effectivement tout ce que vous dites dans cette image, et peut-être que ce qu'il y a de plus, c'est que elle le dit sans le dire, et ce qu'il y a de plus dans cette image, dans cette scène d'avortement, qui est convoquée par l'imaginaire de ces femmes savantes et solidaires qui s'accompagnent dans cette scène de sorcières, du quotidien des sorcières, c'est que c'est pas parce que c'est qu'on se contente pas uniquement de représenter la situation, pour le coup littéral, c'est qu'on rajoute une image, et que cette image qu'on rajoute, c'est un enfant, un bébé, qui participe à ce moment, et que c'est cette image-là qui peut-être peut faire énigme, mais elle fait pas énigme, elle est le supplément d'âme, elle fait votre trouble, et donc elle fait votre question. Donc moi je pense que vous ne vous questionnez pas, je pense que vous êtes dans vos émotions, c'est bien. Et je vous remercie. Derrière, il y a quand même cette chanson-là, puisqu'il y a deux temps chanté, Vivaldi, et puis joué musical, Vivaldi à la fin et précédemment au piano, mais il y a aussi ce temps musical là, autour de la chanson en latin, qui veut dire « je ne peux pas voler ». Si Ils ne savent pas voler. Ils ne savent pas voler. C'est un pluriel. C'est un masculin. Et c'est un masculin. Mais je me rends compte que c'est ambigu et j'en veux beaucoup à Google Translate. Attends. C'est ça de... Pas rémunérer les gens. Ça va être très rapide, c'est filmer comme peindre. Voilà, ça s'arrête là. J'aimerais vous entendre. J'aimerais vous en parler. Moi, ça m'a... En effet, je reverrai mes films. Ah, bah quand même. Ouais, parce que il y a des scènes qui se regardent comme des tableaux. Il y a des strates. Et en effet, quand on regarde la peinture, on regarde s'il y a un glacis, il y a la profondeur, etc. Le regard, qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qu'on comprend de ce qu'on observe, sans penser forcément à ce qui est représenté. Voilà, vous avez très bien dit tout ça et je vous en remercie. Et mille merci pour tout ce que vous exprimez et vous dites, parce que c'est un vrai plaisir à chaque fois. Et on est là. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Allez, monsieur pour la dernière. Justement, ça rejoint un petit peu, parce que le fait de le revoir, moi je l'ai vu hier. Je le revois aujourd'hui, et on ne le revoit pas du tout de la même manière. Une fois qu'on connaît l'histoire, on le voit plus comme une œuvre d'art. On voit chaque plan, chaque image, etc. Et à part ça, j'avais une petite question toute concrète, un peu bête, mais bon. Comment se fait-il qu'à la fin, c'est le marin, le rumeur, qui emmène le tableau? Est-ce qu'il faut qu'il aille en Italie? Bah oui. Il faut qu'on est sur une île, donc il faut que le tableau quitte l'île. Et puis surtout, il faut que vous viviez ce couvercle qui s'abat comme un cercueil. Et c'est comme ça qu'on prend les décisions. Et après, on fait en sorte de les rendre semblables. Donc que vous ne posiez pas trop de questions. Il y a toujours un peu de précipitation au cinéma. On fait hop là pour vous. De l'autre côté, c'est marrant.
Et donc, mais bon, c'est sûr je pense qu'on n'a pas envie que ce soit lui, parce que globalement, on n'a pas envie qu'il soit là. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais je voulais pas qu'elle soit... Il y avait aussi une autre fin, enfin, je vais être un peu plus généreuse que ça. Il y avait une fin où elle repartait sur le bateau, qui est une baleinière. Et la caisse se remettait à tanguer des deux côtés, et on retombait dans cette rythmique boum, boum, boum sonore que vous auriez reconnu, si vous êtes super attentif, je sens dire en plus. Et la caisse possiblement pouvait tomber, et on était dans un ultime suspense qui était genre, s'il vous plaît, que ce truc tombe, quoi. Je me suis dit, bon, il y a déjà 3 fins après, c'est trop. Donc je ne l'ai pas fait. Et j'avais mal de merde sur la baleinière aussi. Et peindre comme filmer, moi c'est vrai que j'ai eu assez peu en tête l'idée d'avoir des références picturales pour faire les cadres, mais par contre je crois qu'on s'est posé avec la chef opératrice Claire Maton les mêmes questions que le peintre. Et c'est sans doute pour ça que vous dites ce sont des tableaux, c'est que le fait de faire un film sur la peinture et sur l'art nous a aussi décomplexé sur le niveau de beauté qu'on voulait donner aux choses, sur l'endroit où on s'autorisait à faire très beau et à mettre les moyens et à faire très beau parce que c'était une autre époque. Et donc, c'est pas juste que c'est plus beau le passé, c'est que c'est des univers qu'on réorganise totalement. Et donc peut-être qu'on donne plus de sa puissance, plus de sa croyance en la beauté, et qu'on s'est dit, bah, on va pas avoir peur, on va faire très beau. Et donc on s'est posé les questions du peintre. Mais on n'a pas résolu ces questions par la peinture, on les a résolues par le cinéma. On arrête là, ça c'est pas le chien. Merci beaucoup pour ce très beau nuage. Céline Sierra,